Le 6 juin 1944, les défenses allemandes de la côte française furent réveillées par un fracas qui semblait venir de la fin du monde. De Le Havre à Cherbourg, l'horizon n'était qu'une ligne sombre de navires alliés et le ciel s'illuminait d'éclairs d'artillerie et de fusées éclairantes. Pour un observateur dans le bunker du WN-62, cette vision était méconnaissable. La mer était couverte d'une flottille interminable et les avions bourdonnaient comme des essaims. D'où sortent-ils tous, se demandaient les soldats de la Wehrmacht en essayant de distinguer les navires individuels à l'aube. Les jours précédents, leurs supérieurs leur avaient assuré qu'une invasion ne se produirait pas par temps de tempête. D'autres pariaient que l'ennemi attaquerait au pas de Calais. Quelques-uns s'accrochaient encore à l'idée que le mur de l'Atlantique était impénétrable. Mais la vérité se matérialisait sous leurs yeux, la guerre totale était arrivée, et le destin du Troisième Reich ne tenait plus qu'à un fil. Du point de vue allemand, le jour J fut un mélange amer de confiance excessive et de désordre fatal. Comment expliquer qu'une puissance qui avait dominé l'Europe occidentale se soit retrouvée, en l'espace de quelques heures, à lutter pour chaque mètre de plage? Pourquoi les messages d'alerte mirent-ils des heures à parvenir jusqu'à Hitler et à ses généraux? Le mur de l'Atlantique était-il vraiment invincible? Et surtout, qu'ont ressenti ces soldats qui, après des années de victoires en Pologne, en France et dans les Balkans, se retrouvèrent soudain dépassés en nombre et dans les airs par un ennemi résolu. Bienvenue sur Wartime Archive. Le mythe du mur de l'Atlantique. Après les défaites de 1943 à Stalingrad et en Afrique, Adolf Hitler chercha un symbole capable de restaurer la confiance dans son régime et de dissuader un débarquement allié. En 1942, il ordonna la construction d'une vaste ligne de fortifications le long de la côte atlantique, connue sous le nom de mur de l'Atlantique. La propagande le présentait comme une muraille imprenable d'énormes canons pointant vers la Manche, des bunkers de béton sur chaque plage et des barbelés s'étendant à perte de vue. En chiffres, ce fut un effort colossal, 17 millions de mètres cubes de béton et 1,3 million de tonnes d'acier furent utilisés. Selon les statistiques, le mur comprenait plus de 12 000 bunkers et casemates, ainsi que des millions de mines et d'obstacles sous-marins. Cependant, au-delà des chiffres et des actualités filmées, la réalité était bien moins impressionnante. La ligne défensive de Hitler s'étendait sur plus de 3000 km de côte, du nord de la Norvège jusqu'à la frontière espagnole, ce qui signifiait que les ressources étaient dispersées au lieu d'être concentrées. Les films de propagande montraient souvent le même site de Cap Griné encore et encore, car peu de secteurs possédaient des fortifications comparables. La plupart des plages normandes étaient défendues par de modestes bunkers en béton, des nids de mitrailleuses et des champs de mines. Beaucoup de soldats affectés à la défense appartenaient à des divisions dites statiques, des unités sans transport motorisé. Incapables de se déplacer rapidement, leur mission était de tenir leur poste et de mourir. Cette dichotomie entre mythe et réalité provenait de la vision stratégique du haut commandement allemand. Le maréchal Gerd von Rundstedt, commandant en chef à l'ouest, savait qu'il n'y avait pas assez de ressources pour fortifier toutes les plages et préférait une défense mobile, fondée sur des réserves blindées capables de contre-attaquer au point de débarquement. En revanche, Erwin Rommel, vétéran de l'Afrika Korps et désormais à la tête du groupe d'armée B, considérait que le seul espoir résidait dans l'arrêt des Alliés sur le rivage. Convaincu que la supériorité aérienne alliée empêcherait tout mouvement une fois le débarquement commencé, il parcourut les côtes françaises et ordonna la pose de millions de mines, le renforcement des bunkers et l'installation d'obstacles anti-chars sur les plages. Sa devise était claire, les vaincre sur la plage ou ne jamais les revoir, car il savait qu'une fois l'ennemi installé, la guerre serait perdue. Les défenseurs allemands en Normandie venaient d'origines diverses. On y trouvait des recrues françaises d'Alsace et de Lorraine, des soldats polonais enrôlés de force, des vétérans convalescents et surtout des hommes des Ostbataillonen, des bataillons formés de prisonniers soviétiques qui avaient juré de combattre le communisme. Environ la moitié des divisions sur la côte étaient statiques et disposaient de peu d'armes lourdes.
On attendait d'elles qu'elles encaissent le choc initial en attendant l'arrivée des renforts. Sans transport, sans artillerie lourde et avec peu de munitions, ces hommes avaient la tâche impossible de donner vie au mythe du mur de l'Atlantique avec des moyens dérisoires. La figure de Rommel fut décisive à cette étape. Lorsqu'il prit son poste en novembre 1943, il fut horrifié par ce qu'il découvrit des bunkers inachevés, une artillerie mal positionnée et des troupes démoralisées. Il organisa des inspections quotidiennes et fit installer des morenas, mines dissimulées dans des pieux de bois sous le sable, conçues pour exploser au contact des bateaux ou des barges de débarquement. Il fit ériger des hérissons tchèques, structures métalliques en X, pour bloquer les véhicules. Mais, en même temps, il critiqua ouvertement Rundstedt et le général Hans Speidel, incapables selon lui de comprendre la nécessité d'une défense immédiate. Pour Rommel, le mur de l'Atlantique n'était qu'une fiction. Le Führer lui-même n'a jamais vu ce mur, expliqua-t-il à ses collaborateurs, et il croit qu'il est achevé. Notre devoir est de transformer cette fiction en quelque chose d'utile. Le mur de l'Atlantique n'était pas une ligne continue de béton. Il était composé de Widerstandsnester, needs de résistance, numérotés, dont les WN-62, WN-72 et WN-71, chacun équipé de mitrailleuses, d'artillerie légère et de détachements d'infanterie. Entre ces points s'étendaient de larges secteurs de plage, hérissés d'obstacles destinés à briser les coques des barges. À certains endroits furent placés les fameux asperges de Rommel, des pieux de bois coiffés de mines ou d'explosifs, plantés dans le sable pour détruire les embarcations à marée haute. Les ingénieurs de l'organisation Todd et des milliers de travailleurs forcés, dont des prisonniers de guerre, construisirent ces défenses dans des conditions épouvantables. De nombreux témoignages rapportent aussi des journées de 10 heures sous la pluie et le froid, parfois interrompus par des bombardements alliés. Une lettre d'un ouvrier français décrivant la construction de bunkers près de Ouistreham disait « On nous dit que c'est pour nous protéger, mais aucun Français ne croit que ces blocs qui arrêteront l'ennemi. » Outre le béton, on construisit des Tobruk, petites structures circulaires d'1,5 mètre de profondeur, avec une ouverture permettant d'y placer une mitrailleuse ou un canon anti-char. Les soldats affectés à ces postes devaient rester des heures dans ces espaces exigus, presque sans ventilation, attendant une invasion qui ne venait peut-être jamais. Pour de nombreux jeunes de la Wehrmacht, le service sur le mur de l'Atlantique était un mélange d'ennui et d'anxiété, journées passées à réparer les barbelés, patrouiller à pied et récupérer des mines rejetées par la marée, sans savoir quand ils seraient relevés, ni s'ils connaîtraient le combat. Certains, désespérés de recevoir des nouvelles de chez eux, écrivaient à leurs familles qu'ils se sentaient comme des lapins dans leur terrier, à l'affût du moindre bruit de la mer. Rommel ordonna aussi de réduire le nombre d'arbres et de maisons près des plages pour empêcher les Alliés d'y trouver refuge. Des forêts finies furent abattues et des villages entiers évacués, obligeant des milliers de civils français à se déplacer vers l'intérieur. Cette politique suscita un profond ressentiment parmi la population locale, déjà éprouvée par les réquisitions de nourriture et le travail forcé. La résistance française profita de la situation pour récolter des informations sur les fortifications paysans, pêcheurs et membres du maquis transmettaient aux Alliés la localisation des bunkers, informations qui serviraient à préparer leur carte d'attaque. La guerre se jouait en silence, bien avant l'aube du 6 juin. L'entraînement et le moral des troupes du mur de l'Atlantique étaient aussi très inégaux. Certaines unités, comme la 352e division, avaient combattu sur le front de l'Est, d'autres, comme la 716e division statique, étaient composées d'hommes âgés, de blessés de campagnes précédentes ou de recrues mal formées. Les Ostbataillonen, composés de prisonniers soviétiques, recevaient un équipement inférieur et étaient méprisés par leurs officiers allemands, qui doutaient de leur loyauté. Beaucoup avaient été enrôlés avec la promesse de meilleures conditions que dans les camps de prisonniers, mais ils étaient considérés comme sacrifiables et assignés à des positions exposées. La diversité des langues et des cultures compliquait encore la communication, entraînant des confusions dans les ordres et les mots de passe. Ce mosaïque humain allait bientôt être confronté à la plus grande opération amphibie de l'histoire. La propagande officielle dissimulait également la précarité de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine.
Au printemps 1944, l'aviation allemande en France ne comptait que quelques centaines d'appareils, dont beaucoup étaient obsolètes. Leurs pilotes avaient d'âge qu'ils avaient moins d'heures de vol que leurs adversaires et souffraient du manque de carburant. L'amiral Theodor Kranke, chef de la marine à l'ouest, ne disposait que de quelques navires de surface, les destroyers et croiseurs restants servaient à escorter les convois et ne pouvaient affronter la flotte alliée. Avec le ciel tenu par les Alliés et la mer dominée par leur armada, la défense allemande dépendait presque exclusivement des fortifications terrestres. C'est pourquoi Rommel consacra toute son énergie à renforcer la côte, sachant qu'il ne pouvait compter que sur peu de soutien aérien ou naval. Panzer et stratégie, une bataille entre généraux. Alors que Rommel se concentrait sur le renforcement de chaque bunker, aux plus hauts échelons du pouvoir allemand se menait une lutte d'idées. La question centrale était où positionner les divisions blindées. Ces unités, équipées de chars et de véhicules blindés, représentaient la réserve stratégique capable de lancer des contre-attaques décisives. Mais pour être efficaces, elles devaient être placées au bon endroit et au bon moment. Le maréchal Rundstedt et de nombreux généraux de l'état-major défendaient une stratégie classique, placer les panzers à l'intérieur des terres, dans une zone centrale, et les employer comme réserve mobile. Ils affirmaient que placer des chars près de la côte les exposerait aux bombardements navals et aériens alliés. Rundstedt pensait que l'ennemi attaquerait probablement dans le pas de Calais, le point le plus étroit de la Manche, et préférait donc y maintenir une force de choc. D'autres généraux, comme Geir von Schweppenberg et Heinz Guderian, pensaient que les chars devaient frapper une fois le saillant identifié, mais insistaient sur la nécessité de les protéger de l'aviation alliée dans des forêts ou des villes. Rommel, quant à lui, était convaincu que l'avancée alliée serait si écrasante qu'un contre-attaque immédiate sur la plage était la seule option. Il soutenait que la Luftwaffe était trop faible pour assurer le déplacement des blindés 2 jours de plus. Il pensait que les bombardements alliés détruiraient les routes et rendraient presque impossible le transfert d'unités lourdes. C'est pourquoi il proposait de déployer les Panzers à quelques kilomètres du littoral, derrière les secteurs fortifiés. Ainsi, lorsque les barges de débarquement abaisseraient de leurs rampes, les chars pourraient surgir des flancs et balayer les plages de leur feu. La tension entre ces deux visions s'accrut durant l'hiver 1943-1944. Hitler, qui s'intéressait à chaque détail de la guerre, écoutait tout le monde, mais refusait de trancher. Rommel et ses partisans présentaient des arguments solides. Ils avaient vu comment l'aviation alliée avait paralysé leurs colonnes en Afrique et en Italie et ne voulaient pas revivre ce désastre. Guderian, à l'inverse, avertissait que placer les divisions blindées trop en avant serait suicidaire en cas de débarquement ailleurs. Elles ne pourraient pas se replier à temps. Finalement, une solution de compromis fut adoptée. 4 divisions blindées resteraient en réserve sous le commandement de Rundstedt dans la région de Paris. 2 seraient intégrées aux forces de Rommel en Normandie et 2 autres seraient positionnées dans le pas de Calais. Cependant, tout emploi de ces forces nécessiterait l'autorisation du quartier général de Hitler, l'OKW, ce qui s'avérerait fatal. Dans cette lutte politique, des facteurs supplémentaires entraient en jeu. Hitler se vantait de connaître chaque détail du mur de l'Atlantique et de la planification du débarquement, bien qu'il n'ait jamais visité la Normandie. Selon la biographie de Guderian, lorsque le général exprima au Führer ses inquiétudes sur la dispersion des divisions, celui-ci répondit « Nous avons un mur impénétrable et nos chars anéantiront tout intrus. » Guderian quitta la Réunion, horrifié. Dans le même temps, le maréchal Rommel n'avait pas le contrôle effectif de toutes les troupes de son secteur. Les unités blindées en réserve répondaient à Geir von Schweppenberg, un général sceptique vis-à-vis de sa stratégie. Les ordres contradictoires et les rivalités personnelles minaient la cohésion du commandement allemand dans les semaines précédant l'invasion. Il convient de préciser que toutes les divisions Panzer en France n'étaient pas égales. La 21e division Panzer, affectée à la Normandie, avait été reconstruite après sa destruction en Afrique et était en partie équipée de chars français capturés en 1940. Son parc blindé incluait des Hotchkiss, Renault et Somua, moins puissants que les Panzers modernes. D'autres divisions, comme la 2e et la 116e, disposaient de Panzer IV et de quelques Panther, mais manquaient de carburant et de personnel expérimenté. Malgré cela,
Elles étaient considérées comme la force de réaction face à un débarquement. La décision de retarder leur déploiement par crainte de l'aviation alliée fit qu'au début de l'invasion, elles étaient trop éloignées pour intervenir. La division Panzerlehr, l'une des unités les mieux équipées, avait été formée avec des instructeurs issus des écoles de blindés et possédait un grand nombre de véhicules de transport de troupes, ainsi que des Panzer IV, des Panther et quelques Tiger. Ces soldats étaient des vétérans et des partisans fervents du régime. Cependant, leur expérience allait être mise à l'épreuve sur les routes étroites de Normandie. La 12e division Panzer SS Hitlerjugend était composée de jeunes de 17 à 19 ans issus des jeunesses hitlériennes. Leur enthousiasme était indéniable, mais il manquait de l'expérience de combat de leurs homologues. Ils étaient et commandés par des officiers aguerris tels que Fritz Witt et Kurt Meyer, qui espéraient transformer ces jeunes en guerriers légendaires. Le débat sur les Panzer impliquait également l'artillerie et la doctrine militaire. Rundstedt et d'autres vétérans de la Première Guerre mondiale faisaient penser confiance à l'artillerie lourde et à la nécessité de maintenir un front cohésif. Rommel, en revanche, voyait l'avenir de la guerre dans la mobilité et l'emploi combiné des armes, mais en Normandie, ses idées durent s'adapter à une défense statique par manque de ressources. De nombreux historiens ont noté que cette discussion reflétait le choc générationnel au sein de la Wehrmacht, des officiers formés dans la tradition prussienne face aux apôtres du Blitzkrieg qui avaient triomphé en 1940. Ce conflit de vision se traduisit par des plans confus et des ordres contradictoires. L'indécision de Hitler se manifesta également dans les ordres émis depuis la Wolfschanze. Les messages de l'OKW commençaient souvent par des phrases comme « Le Führer craint que » ou « Le Führer souhaite que l'on considère », ce qui laissait les commandants dans l'incertitude. Un exemple cité dans des mémoires ultérieures raconte comment, en apprenant que les Alliés attaquaient en Normandie, Hitler déclara « Je crains qu'il ne s'agisse d'une diversion, maintenez les réserves en attente » quand il autorisa enfin leur utilisation. La journée était déjà perdue. Le retard dans la prise de décision, l'impossibilité de contact direct entre les généraux et le quartier du Führer, ainsi que la peur de le contredire, furent des facteurs déterminants. De plus, les divisions blindées allemandes étaient dispersées sur un vaste territoire, certaines aux Pays-Bas pour repousser une attaque éventuelle, d'autres dans le sud-est de la France face à une invasion redoutée en Provence. Cette dispersion résultait de la conviction allemande que les Alliés pouvaient débarquer en plusieurs lieux simultanément. Malheureusement pour l'Allemagne, cette logique ne fit que diluer sa force et troubler les commandants sur le terrain. Lorsque l'ordre de diriger ces unités vers la Normandie fut enfin donné, beaucoup furent cloués par les attaques aériennes sur leurs colonnes, retardés sur les routes ou victimes du sabotage de la résistance française. Entre l'éclair et la brume la veille de l'invasion. Le 5 juin 1944, la côte normande était enveloppée par une tempête. Les bulletins météorologiques allemands signalaient des vents violents et une forte houle, des conditions jugées improbables pour un débarquement. Rommel profita de l'occasion pour se rendre en Allemagne et célébrer l'anniversaire de son épouse Lucie dans sa maison de Herrlingen. D'autres officiers supérieurs se détendaient. Le maréchal Rundstedt avait programmé des parties de bridge à son quartier général de Saint-Germain-en-Laye, et le général Oberst Dollmann, commandant de la 7e armée, se trouvait à Rennes, participant à un exercice de guerre. Hitler, quant à lui, se retira tôt dans sa chambre à la Wolfschanze, contrairement au mythe populaire, selon lequel il aurait dormi toute la matinée. Il était éveillé avant l'aube, mais ses aides hésitaient à le réveiller avec des alarmes contradictoires. À l'aube du 6 juin, les premiers parachutistes alliés descendirent sur la péninsule du Cotentin et aux alentours de Caen. Leur mission consistait à capturer des ponts, couper des lignes téléphoniques et semer le chaos derrière les défenses allemandes. Le général Falley, commandant de la 91e division aéroportée, fut surpris alors qu'il se déplaçait en voiture depuis son quartier. Il mourut criblé de balles par une patrouille du 508e régiment de parachutistes. Les téléphones se mirent à sonner frénétiquement dans les postes de commandement allemands, mais beaucoup n'avaient pas d'opérateurs de nuit ou leurs lignes étaient coupées. À Caen, le quartier général de la 352e division reçut des rapports contradictoires. Certains parlaient d'exercices de diversion, d'autres d'une véritable attaque.
L'ordre d'alerte générale mit du temps à être émis. Le maréchal Rundstedt autorisa le colonel-général Jodl, chef des opérations de l'OKW à Berlin, à réveiller Hitler. Mais Jodl hésita jusqu'à obtenir confirmation que l'attaque n'était pas une manœuvre de diversion. Par le passé, le service secret allemand avait déjà reçu de fausses alertes. La plus grande inquiétude était que l'invasion ne se produise pas en Normandie, mais dans le Pas-de-Calais, où les radars continuaient à détecter des signaux de navires, grâce à la ruse alliée de l'opération Fortitude. Ce n'est qu'après 6 heures du matin, avec des rapports de débarquement sur plusieurs plages, que l'on décida de réveiller le Führer. À ce moment-là, les troupes alliées avaient déjà commencé à débarquer à Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. La confusion s'accentua parce que Rommel n'était pas à son poste de commandement. En recevant la nouvelle, il entreprit un voyage frénétique de retour et n'arriva à son QG de la Roche-Guyon qu'à midi. Indigné, il demanda l'autorisation de déplacer les divisions Panzer vers les plages, mais se heurta à la bureaucratie de l'OKW. Chaque requête devait être approuvée par Hitler. Ce retard dans la prise de décision permet aux Alliés de s'installer et d'organiser leur tête de pont. L'écrivain britannique Anthony Beevor décrivit plus tard la scène dans les QG allemands ce matin-là comme une combinaison de stupeur et de paralysie, avec des officiers discutant des cartes, tandis que les radios annonçaient parachutistes dans les champs et barges sur les plages. Mais la veille de l'invasion ne fut pas seulement un chaos organisationnel, ce fut aussi une mosaïque humaine. Dans la nuit du 5 juin, de nombreux jeunes soldats allemands écrivirent des lettres à leur mère et à leurs fiancés. Certains avaient une inconfiance dans le fait que l'invasion serait facilement repoussée, se souvenant de la défaite française de 1940. D'autres pressentaient la catastrophe imminente et notaient dans leurs journaux l'angoisse de mourir loin de chez eux. Un soldat du 736e régiment écrivit « La brise sent l'orage, et je sens qu'il se prépare quelque chose de grand. Je ne sais pas si je reverrai le soleil de mon village, mais je ferai tout ce que je pourrai. » Ces voix intimes, découvertes dans des archives des décennies plus tard, nous montrent le côté humain de ceux qui allaient être emportés par le flot de l'histoire. La nuit fut également marquée par les opérations de tromperie. L'opération Fortitude était le nom de code du plan allié destiné à convaincre les Allemands que l'invasion aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Agents doubles, fausses informations et une armée fictive, prétendument dirigée par le général George Patton, maintinrent les forces allemandes en alerte. Le radar et l'écoute radio détectèrent des mouvements de navires devant Calais, générés par des bâtiments leurres et des paillettes de métal, Window, largués par avion pour créer de faux échos. Cela amena le haut commandement allemand à conserver la majeure partie de ses réserves dans le nord, même après avoir appris le débarquement en Normandie, persuadé qu'un second coup était imminent. Cette ruse fut si efficace que, même lorsque les premiers rapports confirmèrent un assaut massif sur les plages normandes, certains officiers continuèrent à croire à une diversion. La résistance française joua également un rôle crucial pendant ces heures. Des messages codés diffusés par la BBC alertèrent les cellules de résistance du déclenchement des opérations. Les maquisards attaquèrent des lignes ferroviaires, firent des NDIs, firent dérailler des trains et détruisirent des nappés et utilisèrent des câbles téléphoniques. Ces actes de sabotage ralentirent le déplacement des renforts et accrurent la confusion des communications allemandes. Un témoignage d'un cheminot français raconte comment, dans la nuit du 5 juin, lui et ses camarades démontèrent une portion de rail près de Caen tout en entendant au loin le grondement des moteurs. La guerre secrète complétait celle qui se jouait sur les cartes de l'état-major. La météorologie joua aussi un rôle essentiel. Les observations alliées annonçaient une brève fenêtre d'amélioration du temps à l'aube du 6 juin. L'équipe météorologique allemande, sans accès aux données de l'Atlantique à cause de la pression navale alliée, ne prévit pas cette accalmie. Ses prévisions parlaient de tempête continue. Ainsi, tandis que Rommel déposait des fleurs sur la tombe de sa mère et installait une pergola pour l'anniversaire de son épouse, dans la Manche se préparait la plus grande armada jamais réunie. Un officier des transmissions allemands à Cherbourg se souvint que la pluie cessa soudainement et que le vent changea de direction. Cela ressemblait à un présage, écrivit-il. Le destin, la météo et la tromperie
se combinèrent pour surprendre une armée qui se croyait protégée par une muraille indestructible. Les défaillances de coordination ne se limitaient pas au haut commandement. La 352e division, qui défendait le secteur d'Omaha, n'avait pas été informée de la menace imminente et beaucoup de ses soldats se trouvaient dans les villes voisines de Bayeux et Isigny-sur-Mer. La 716e division statique, chargée des secteurs Gold et Juneau, était composée en majorité de vétérans de la campagne de l'Est et de soldats peu entraînés. Leurs officiers supérieurs interprétèrent les signaux radars comme des bateaux de pêche. À la batterie de Longue-sur-Mer, les artilleurs dormaient lorsque les destroyers britanniques commencèrent à bombarder. Ces retards, ajoutés au manque de personnel dans les postes d'écoute, contribuèrent à ce que la première vague alliée débarque avec moins de résistance que prévu dans certains secteurs. L'enfer sur la plage, combat et résistance. Le débarquement de Normandie eut lieu sur 5 plages attribuées aux forces des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. Du point de vue allemand, chacune présentait des défis distincts. À Omaha, les positions défensives allemandes étaient installées dans un amphithéâtre naturel, dominé par des collines escarpées surplombant la plage. La 352e division, renforcée par le 916e régiment de grenadiers, avait construit des nids de mitrailleuses, des canons de 75 mm et des mortiers en des points stratégiques, notamment le fameux WN-62. Lorsque les soldats américains des 1ère et 29e divisions débarquèrent, ils furent accueillis par un feu meurtrier qui causa des milliers de pertes en quelques minutes. De nombreux navires de la première vague furent coulés, et les survivants se retrouvèrent piégés sur la bande de sable, incapables de gravir les falaises sans soutien. Cependant, malgré ce succès initial relatif, les Allemands à Omaha manquaient de réserves mobiles. Ils n'avaient ni chars ni artillerie suffisante pour lancer une contre-attaque coordonnée. Leur force dépendait du maintien des positions fixes, mais chaque bunker était isolé. Les Américains, après s'être réorganisés, commencèrent à utiliser des destroyers pour bombarder les nids de mitrailleuses à courte distance, réduisant les casemates en poussière. Les ingénieurs firent sauter des Mason, sauter les barbelés avec des charges Bangalore et ouvrir des brèches. À midi, les soldats du 5e régiment de Rangers et de la 29e division gravirent les falaises et prirent des défenses et la revers, contraignant les défenseurs à battre en retraite ou à se rendre. Les hommes du 916e, dirigés par le lieutenant-colonel Rudolf Schnell, résistèrent avec courage, mais sans renfort ni munitions, leur sort était scellé. À Utah, la situation fut différente. La 709e division statique défendait la plage, composée en grande partie de soldats recrutés en Europe de l'Est. Lorsque les barges américaines furent légèrement déviées par la marée, elles débarquèrent dans un secteur plus faible. La résistance fut minime. Le général Theodore Roosevelt Jr., fils de l'ancien président des États-Unis, débarqua avec sa canne et ordonna « C'est ici que nous restons. Nous allons commencer la guerre d'ici. » Les Allemands tentèrent de se réorganiser, mais les unités voisines étaient trop faibles et manquaient de communication. Ce matin-là, la priorité allemande était de contenir les parachutistes des 82e et 101e divisions qui contrôlaient déjà des ponts clés à l'arrière. Pour les soldats allemands dans les bunkers, la bataille de Normandie fut un brutal réveil à la réalité de la guerre industrielle. Les mitrailleuses MG-42 tiraient des rafales de 1200 coups par minute, chauffant jusqu'à devenir rouges. Les artilleurs de 88 mm, dans des batteries comme celle de Macy, visaient les navires mais étaient aveuglés par la fumée des explosions et la poussière des falaises. Les casemates vibraient à chaque tir, les oreilles des soldats bourdonnaient. Heinrich Severloh, un jeune de 20 ans au WN-62, se souviendrait des années plus tard avoir tiré des centaines de chargeurs de sa MG-42 durant les premières heures, jusqu'à ce que ses mains saignent. Je voyais des ombres sur la plage, et je tirais sans arrêt. C'était comme essayer d'arrêter une vague avec une cuillère, écrivit-il dans ses mémoires. En même temps, beaucoup de défenseurs éprouvèrent un mélange d'horreur et d'admiration face au courage des assaillants. Certains officiers racontèrent avoir vu des soldats alliés sortir de l'os trempé, avancer sur le sable malgré les explosions, se relever encore et encore.
Les Allemands tentaient d'ajuster le tir, mais la pression et l'adrénaline entraînaient des erreurs. Un lieutenant du 726e régiment, posté au WN60, avoua plus tard, lors d'un interrogatoire, qu'il avait oublié de modifier le réglage de son télémètre et que ses tirs tombaient de plusieurs mètres devant les cibles. La fatigue, la peur et le chaos réduisaient l'efficacité du feu défensif. Dans le secteur Gold, les Britanniques lancèrent des CA et des chars AVR équipés de mortiers de 290 mm et des chars Crocodile dotés de lance-flammes intégrés. Ces engins, surnommés les inventions de Hobart, semèrent la panique parmi les défenseurs. Les jets de flammes s'infiltraient par les orifices de ventilation des bunkers. Incapables de s'échapper, beaucoup de soldats allemands périrent brûlés. L'artillerie navale britannique, composée de navires comme le HMS Ajax et le HMS Argonaut, bombarda avec une précision millimétrée, détruisant canons et infanterie. Le contraste entre la puissance moderne alliée et les défenses statiques allemandes était flagrant. La technologie et la production industrielle s'imposaient sur les fortifications les plus solides. Pendant ce temps, à Caen, la ville la plus proche des plages, des civils français se réfugiaient dans des caves et des églises. La ville subissait un bombardement dévastateur qui tua des centaines de personnes. Les soldats allemands en retraite à travers Caen virent sans taille la souffrance de la population et certains tentèrent d'aider des familles à fuir les incendies. Toutefois, d'autres actes illustrèrent la brutalité de la guerre. Un capitaine de la 21e Panzer ordonna l'exécution de résistants capturés en périphérie de la ville, les accusant de sabotage. La lutte pour la Normandie fut aussi une bataille morale, mêlant actes d'humanité et barbarie. Sur la colline Montarobin et dans les villages de Vierville et Colville-sur-Mer, les combats au corps des heures durèrent des heures et un âme pendant des heures. Les grenadiers du 916e régiment défendaient des positions improvisées entre les haies, résistant aux tirs de mortier et aux roquettes des chasseurs bombardiers alliés. Quand les forces américaines finirent par prendre la colline, elles découvrirent une grande quantité d'armes anti-chars abandonnées. Beaucoup de défenseurs allemands se rendirent en petits groupes, agitant des mouchoirs blancs improvisés avec leurs chemises. D'autres tentèrent de fuir à travers les champs de mines. Dans certains cas, des soldats allemands camouflèrent leurs uniformes avec des vêtements civils pour s'échapper, mais beaucoup furent capturés peu après. Les plages des jeux Gold, Juno et Sword, attribuées aux Britanniques et aux Canadiens, offrirent une défense variée. À Gold, les positions de la 716e division furent rapidement submergées grâce au soutien des chars amphibies Hobart's Funnies et de l'artillerie navale. À Juno, la 352e division déplaça une partie de ses réserves et infligea de lourdes pertes à la 3e division canadienne, mais fut bientôt débordée par les flancs. À Sword, la 21e Panzer lance une contre-attaque improvisée dans l'après-midi, mais elle fut stoppée par l'embouteillage sur les ponts de l'Orne et par la résistance de la 3e division britannique. Les Firefly britanniques, chars équipés d'un canon de 17 livres, détruisirent plusieurs Panzers. Le colonel Hans von Locke, qui dirigeait un groupement de combat, se souvint que ces unités furent dispersées par la puissance de feu britannique et l'avalanche de chasseurs bombardiers alliés et qu'elles durent se replier à leur position de départ. L'artillerie côtière allemande eut un rôle inégal. À Pointe-du-Hoc, la batterie de 155 mm avait été retirée quelques jours auparavant, si bien que les Rangers américains escaladèrent les falaises pour trouver de faux canons. À Longues-sur-Mer, 4 canons de 150 mm tirèrent sur la flotte britannique avant d'être réduits au silence par des canons navals de 6 pouces et par des attaques aériennes. Le commandant de la batterie, un lieutenant d'artillerie, refusa de se rendre jusqu'à épuisement des munitions. À Merville, la 716e division défendit un complexe de bunkers qui menaçait la plage de Sword des parachutistes britanniques du 9e bataillon ayant assaillir de la position et détruisirent des canons. Bien que certaines pièces allemandes aient infligé des dégâts, la plupart furent rapidement neutralisées par l'écrasante puissance de feu alliée. Réactions et contre-attaques désordres dans les rangs allemands. À l'aube, les rapports des commandants de secteur s'empilaient sur les bureaux de la 7e armée à Le Mans et du groupe d'armée B à La Roche-Guyon.
Les comptes rendus allaient de succès partiels à de véritables catastrophes. À plusieurs reprises, les messages se résumaient simplement à « invasion générale », en cours sans détail. Le général Marks, responsable du 84e corps, demanda l'autorisation de lancer sa seule réserve, le Kampfgruppe-Meyer, contre un prétendu débarquement de parachutistes au nord de Carentan. L'OKW autorisa l'opération, mais ce ne fut qu'une fausse alerte. La colonne motorisée avança des heures durant sur des routes secondaires, sous l'attaque constante de chasseurs alliés, pour découvrir que les parachutistes n'étaient pas là. Lorsque l'on voulut corriger la direction et marcher vers la côte, les unités étaient dispersées et épuisées en tentant de rejoindre Omaha. Elles furent interceptées par des avions qui détruisirent des véhicules et tuèrent des dizaines d'hommes. Le résultat fut que la seule réserve immédiate du 84e corps disparut sans avoir tiré un seul coup. Rommel, furieux, demanda aussitôt à déplacer le reste des Panzers en Normandie, mais Hitler mit des heures à répondre. Le maréchal von Rundstedt téléphona au général Keitel pour exiger la liberté d'action. La réponse resta vague. Le Führer examine la situation, des décisions seront prises. Lorsque davantage d'informations arriveront en fin d'après-midi, Hitler autorisa le groupe d'armée B à engager 2 divisions blindées, la 12e SS et la Panzerlehr, mais celles-ci devaient parcourir plus de 150 km. Leurs colonnes se heurtèrent à des ponts détruits et à des routes encombrées de réfugiés, ce qui ralentit leur progression. La 12e SS, composée de jeunes fanatiques issus des jeunesses hitlériennes, parvint à affronter la 3e division canadienne le lendemain, mais entre-temps, les Alliés avaient déjà débarqué des milliers d'hommes et de matériel. Les difficultés logistiques devinrent évidentes. Les routes normandes étaient étroites, bordées de haies appelées bocages. Ces haies denses réduisaient de la visibilité et gênaient les mouvements de grandes formations. Les Panzers étaient contraints d'avancer en file indienne, devenant des cibles faciles pour l'aviation alliée. De plus, le manque chronique de carburant pesait lourdement. Le haut commandement avait priorisé le front de l'Est, laissant à peine des réserves en France. Beaucoup de chars tombèrent en panne sèche avant même d'atteindre le combat. La seule contre-attaque significative le lendemain du débarquement fut menée par la 21e division Panzer. Dans l'après-midi, des unités de reconnaissance et des bataillons de Panzer avancèrent depuis l'est de Caen vers les plages de Sword et Juno, dans le but de séparer Britanniques et Canadiens. Au départ, ils parvinrent à percer jusqu'aux abords du littoral, mais sans artillerie de soutien ni couverture aérienne, ils durent se replier. La division subit de lourdes pertes, les chars français rééquipés brûlaient facilement. Les canons de 75 mm des Sherman Firefly détruisaient leurs blindés, et le bombardement naval faisait trembler le sol. À la tombée de la nuit, la 21e division avait perdu l'initiative et se replia sur le secteur de Caen, laissant dans Rommel l'amère certitude que sa tentative de contre-attaque rapide avait échoué. Au sud, les Allemands mobilisèrent le 2e corps parachutiste pour lancer un assaut contre les positions américaines dans la péninsule du Cotentin. L'unité, sous le commandement du général Eugen Meindl, comptait parmi les parachutistes vétérans les plus endurcis de l'armée. Cependant, son transfert depuis la Bretagne prit plusieurs jours et, à leur arrivée, les troupes aéroportées américaines contrôlaient déjà les sorties vers Carentan. Les combats sur les routes de la péninsule furent féroces et sanglants, mais l'avance allemande échoua face à l'artillerie navale qui appuyait les forces américaines. L'avance alliée après les plages fut ralentie par le bocage, mais l'initiative resta de leur côté. Pour la Wehrmacht, la bataille de Normandie se transforma en une série de contre-attaques mal coordonnées. L'opération Epsom, lancée par les Britanniques le 26 juin, porta les hostilités jusqu'aux abords de Caen. Les SS et les unités Panzer réagirent avec férocité, stoppant temporairement l'avancée britannique, mais au prix de lourdes pertes en chars. L'opération Goodwood, en juillet, engagea plus de 600 blindés britanniques dans une tentative d'encerclement de Caen. La résistance allemande, avec ses canons de 88 mm et ses Panzerfaust, infligea de sévères pertes, mais finit par se retirer. Chaque contre-attaque allemande était suivie d'une puissante riposte aérienne et d'artillerie alliée qui anéantissait unités et logistique.
Pendant ce temps, la 12e SS et la Panzerlehr combattaient contre Canadiens et Britanniques dans la zone de Caen. Les jeunes de la Hitlerjugend firent preuve d'un courage suicidaire, défendant des villages comme Auty et Buron jusqu'au dernier homme. Toutefois, l'épuisement et l'absence de soutien aérien rendirent leur résistance intenable. Les officiers, tels que Kurt Meyer, plus tard jugé pour crimes de guerre, ordonnèrent des attaques qui se soldèrent par des massacres de prisonniers canadiens, révélant la brutalité des combats. Dans le secteur américain, la bataille de 40 ans fut cruciale. Le 17 juin, la 17e division SS Panzergrenadier Götz von Berliching lance une contre-attaque pour reprendre la ville. Après des heures de combat entre Hayes et Ferme, elle fut repoussée par la 101e division aéroportée et le soutien blindé de la 2e division blindée américaine. Cette contre-attaque coûta à la division SS des dizaines de blindés et le contrôle de la route vers Cherbourg, scellant le destin de la péninsule. L'incapacité allemande à coordonner ses unités sur un front si fragmenté démontra la difficulté d'une guerre défensive improvisée. Le mois de juillet devint un combat d'usure constant. Dans la bataille de Saint-Lambert de Saint-Lô, les Allemands se retranchèrent dans des villes réduites en ruines. Leurs snipers, camouflés parmi les décombres, ralentirent l'avancée américaine. En réponse, les Alliés employèrent des bombardements massifs lors de l'opération Cobra. Des milliers de bombardiers B-17 et B-24 frappèrent les lignes allemandes via l'ouest de Saint-Lô, ouvrant un corridor. L'intensité du bombardement stupéfia même les soldats américains, qui subirent des pertes dues aux tirs fratricides. Pour les Allemands, ce fut un enfer d'acier et de feu le moral s'effondra, et de nombreux soldats désertèrent ou se rendirent. Les divisions Panzer, privées d'essence, se transformaient en artillerie statique. Après la percée de Cobra, les troupes américaines encerclèrent une grande partie de la 7e armée dans la poche de falaise, provoquant la destruction de centaines de véhicules et la capture de dizaines de milliers de soldats. À tout moment, la résistance française poursuivit son travail de sabotage. Alors que les Allemands tentaient de déplacer des renforts depuis la Bretagne et l'intérieur de la France, les maquisards faisaient sauter des ponts et attaquaient des colonnes. Ces actes ralentissaient encore davantage les contre-attaques et accentuaient le sentiment d'encerclement. Certains officiers allemands, frustrés, ordonnèrent des représailles contre des villages guidés soupçonnés d'aider les maquis, provoquant des massacres comme ceux de Tulle et Oradour-sur-Glane. Loin de freiner la résistance, ces atrocités renforcèrent sa détermination et le soutien local aux Alliés. Dans les airs, les tentatives de la Luftwaffe pour renforcer la Normandie furent minimes. Le général Gerhard Fischer, dans ses mémoires, décrivit comment il recevait l'ordre de décoller avec 3 chasseurs F-190 pour intercepter des bombardiers en arrivant. Il se retrouvait face à des dizaines de P-51 Mustang et devait se replier. L'aviation allemande perdit plus d'avions en Normandie qu'elle n'en abattit. Les pilotes, formés dans des écoles désormais bombardées, manquaient de carburant et de pièces détachées. Le lieutenant Joseph Preller, qui mena une attaque solitaire avec 2 avions au-dessus de Sordes le 6 juin, devint le symbole de l'impuissance aérienne allemande. La Luftwaffe, quasiment absente le jour du débarquement, tenta d'intervenir durant la nuit. Une poignée de bombardiers Heinkel 111 et Focke-Wulf 190 attaqua les plages et les têtes de pont. Mais sans effet notable, le radar allié et les chasseurs nocturnes interceptèrent la plupart. Plus tard, le maréchal Speer écrivit que la Luftwaffe de l'Ouest était pratiquement paralysée et que la majorité des pilotes expérimentés combattaient déjà sur le front de l'Est ou étaient morts. Le résultat fut que les troupes au sol se sentirent abandonner. La phrase « Où sont nos Stuka ?» se répandit dans de nombreuses tranchées. Bilan final erreur, mythe et leçon. Le matin du 7 juin, alors que des têtes de pont solides étaient déjà établies, Hitler convoqua une réunion avec ses principaux généraux. Là, il exigea des explications. « Comment cela a-t-il pu se produire ?» demanda-t-il en frappant la table. Rommel prit la parole. Le premier, il souligna l'effet de surprise tactique des Alliés, qui avaient choisi une zone moins fortifiée et lancé une attaque à travers une tempête. Il expliqua que les Britanniques et les Américains
avait obtenu une maîtrise totale du ciel, avec des chasseurs et des bombardiers intervenant dans chaque mouvement allemand, et que leurs chars et leur infanterie étaient si nombreux qu'ils semblaient inépuisables. Il rappela également qu'il avait demandé depuis des mois à placer les Panzers près de la côte et que cela n'avait pas été fait. Rommel savait que ces paroles pouvaient lui coûter sa carrière, mais sa frustration était évidente. D'autres généraux, comme Rundstedt, insistèrent sur le fait que l'invasion avait été inévitable en raison de la supériorité matérielle alliée. Ils soulignèrent non que Britanniques et Américains produisaient plus de navires, d'avions et de chars que l'Allemagne ne pouvait en détruire, et que le débarquement aurait réussi partout. Le maréchal n'hésita pas à dire que la guerre était perdue et qu'il valait mieux négocier la paix. Cette insolence lui coûta son poste peu après. Il fut destitué. Certains officiers, craignant la réaction d'Hitler, jetèrent la faute sur les météorologues et sur les services de renseignement pour ne pas avoir prévu le débarquement. Le mythe selon lequel Hitler aurait dormi tandis que ses troupes étaient attaquées commença à circuler pourtant, comme le souligne l'historien James Sadler. Le Führer était bien réveillé, mais il hésitait encore à savoir si la Normandie constituait l'attaque principale. Les évaluations postérieures conclurent que bien que les erreurs allemandes aient contribué à la défaite, celle-ci fut due avant tout à la détermination et à la préparation des Alliés. Le plan allié combinait tromperie, opération Fortitude, supériorité aérienne, puissance navale, logistique et coordination entre différentes nationalités. Les querelles internes du commandement allemand, la dépendance aux décisions centralisées d'Hitler et la sous-estimation de l'ennemi compliquèrent la réponse. Les experts modernes estiment que, même si Rommel avait eu les Panzers à portée de main, la suprématie navale et aérienne alliée les aurait détruits en quelques minutes. Le débat sur la possibilité d'un autre résultat reste ouvert, mais la majorité s'accorde à dire que l'écart technologique et logistique était insurmontable. Le jour J marqua le début de la fin du Troisième Reich. Après la Normandie vinrent la bataille de Caen, l'opération Cobra et la libération de Paris. À l'Est, l'armée rouge lança l'opération Bagration, qui anéantit le groupe d'armées centre. En Italie, les Alliés progressaient vers le nord. La Wehrmacht fut contrainte de combattre sur de multiples fronts avec des ressources toujours plus réduites. Les soldats allemands qui survécurent à la Normandie se replièrent lentement vers l'Allemagne, conscients que leur cause était perdue. Beaucoup, comme le célèbre mitrailleur Barry Heinrich Severloh, furent capturés et passèrent des années comme prisonniers de guerre, d'autres périrent dans la poche de falaise ou lors des combats sur le Rhin. Le mythe du mur de l'Atlantique, construit de béton et de propagande, s'effondra en quelques heures. Le jour J n'eut pas seulement des effets militaires, mais aussi psychologiques et propagandistes. Pour les Alliés, la victoire démontra l'efficacité de la coopération anglo-américaine et la capacité à planifier des opérations complexes. Pour le peuple allemand, ce fut le début d'une longue série de défaites qui sala la confiance en son leadership. Les nouvelles du débarquement et de la perte de milliers de soldats filtrèrent lentement à travers la propagande. Dans de nombreuses villes, la radio annonça qu'une bataille de défense finale avait commencé en France. Les journaux, censurés, tentèrent de maintenir le moral en décrivant des contre-attaques victorieuses qui n'eurent jamais lieu. Cependant, les citoyens, épuisés par la guerre, commencèrent à douter de la véracité de ces informations. Lors des procès de Nuremberg et dans les mémoires d'après-guerre, de nombreux généraux cherchèrent à justifier leurs actions. Certains, comme Rommel qui mourut quelques mois plus tard, contraint au suicide pour sa présumée implication dans l'attentat contre Hitler, devinrent des symboles de la résistance au nazisme. D'autres, comme Jodl et Keitel, furent exécutés pour leur rôle dans l'agression et dans les crimes de guerre. L'analyse de la bataille de Normandie mit en évidence que l'excès de confiance, le manque de coordination et l'obéissance aveugle au Führer furent des éléments clés de l'échec allemand. Elle mit également en lumière le sacrifice de centaines de milliers de jeunes Allemands morts en défendant une idéologie condamnée. L'historiographie ultérieure a débattu de l'inévitabilité de la défaite en Normandie. Certains auteurs affirment que, même avec une réaction immédiate,
La supériorité alliée dans les airs et sur mer aurait neutralisé les contre-attaques. D'autres soutiennent que, si toutes les forces blindées avaient été concentrées en Normandie et si les commandants avaient été libérés de la tutelle d'Hitler, il aurait été possible d'infliger un coup plus lourd aux Alliés, retardant leur avancée et permettant au Reich de prolonger la guerre. Cependant, ces mêmes études reconnaissent que l'économie allemande était déjà épuisée et que le moral de ses soldats était brisé. Le débat sur ce qui se serait passé si les décisions d'Hitler avaient été différentes relève de l'histoire contrefactuelle, mais il ne change pas le résultat final. En Allemagne, le souvenir de la Normandie devint une leçon d'humilité. Les générations suivantes grandirent avec la conscience que la guerre avait été une erreur catastrophique. Les vétérans qui revinrent partagèrent leurs expériences dans de petites réunions, et certains visitèrent les plages d'Omaha et d'Utah avec d'anciens ennemis pour honorer les morts des deux camps. Des monuments et des musées furent érigés, non pour glorifier la guerre, mais pour la montrer dans toute sa brutalité. Les historiens allemands ont utilisé la bataille comme exemple de la manière dont la propagande peut fausser la perception de la réalité, poussant un pays à croire à l'invulnérabilité d'un mur qui n'existait même pas réellement.